Voilà donc le coup de fil inquiétant, mais qui était une fausse alerte de Bernard en 2004, avait donc été notre premier contact, notre premier échange avec lui. Et puis le hasard a fait que 2 ans plus tard, à l'été 2006, je me trouvais, Sylvie n'était pas là ce jour-là, invité à un festival littéraire à La Baule, qui réunissait un certain nombre d'auteurs, de traducteurs, d'éditeurs et de critiques littéraires pendant quelques jours à La Baule. Et donc j'avais remarqué en me rendant là-bas que dans la liste des invités, qui devait être au nombre d'une vingtaine, il y avait précisément ce fameux Bernard Hopfter qui allait venir parler de traduction, de même que lui avait remarqué que quelqu'un des éditions Tristram serait là. Donc on s'est tout de suite trouvé le premier jour des rencontres. On s'est arrangé pour pouvoir être assis côte à côte au premier déjeuner qui réunissait les invités. On a réglé nos comptes. On a commencé à discuter de littérature, d'édition, de traduction à bâton rompu. On s'est instantanément rendu compte qu'on s'entendait extrêmement bien et qu'on était, pour ainsi dire, d'accord sur tout. C'était donc extrêmement agréable. Tant et si bien qu'à la fin du repas, quand les congressistes sont retournés dans la salle de conférence pour produire et écouter les débats de l'après-midi, on a fait comme si on ne s'apercevait de rien. On est resté seul à cette terrasse de restaurant, on a recommandé des boissons, on a continué à discuter, et on a passé comme ça, donc on a totalement séché les conférences, et arrivé en fin d'après-midi à l'heure de l'apéritif, Bernard m'a posé la question décisive, qui était, bon, et alors, tout ceci étant dit, chez Tristram, quel serait votre grand rêve d'éditeur que vous n'avez pas pu accomplir ou que vous n'avez pas encore accompli. Et donc, ma réponse a fusé du tac au tac, il n'y avait pas à réfléchir parce que je savais quoi répondre. C'était une discussion qu'on avait depuis l'origine de la maison, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années avec Sylvie, on en parlait tout le temps. Si on pouvait un jour proposer, comme on l'a fait avec Tristram Shandy, une nouvelle traduction des aventures de Huckleberry Finn. Et là, Bernard me dit, c'est mon rêve de traducteur, de retraduire Huckleberry Finn. Et la vérité, je sais que j'ai eu l'occasion au fil du temps d'en parler autour de moi dans les milieux éditoriaux. Et à chaque fois, on m'a regardé avec de grands yeux en disant, mais quel intérêt! Il y a déjà 50 traductions qui existent, c'est un bouquin pour les gosses. Et il avait beau fournir toutes les explications sur la légitimité d'un tel projet. Dans l'ensemble de l'édition française, il avait toujours reçu des fins de non-recevoir, des refus, ça n'intéressait pas. Oui, et puis Twain n'était pas du tout à l'honneur, quoi. Non, il n'y avait aucun enjeu littéraire, éditorial, esthétique autour de la littérature de Twain dans ces années-là, qui ne sont pas si lointaines, puisque c'était donc en 2006. Donc, immense satisfaction de Bernard de voir qu'il y avait un désir d'éditeur qui venait de se propulser à la rencontre de son désir de traducteur. On a donc scellé notre accord sur le champ. Je lui dis que bien entendu il faudrait aussi traduire Tom Sawyer. Je dis, bon allez d'accord, on fait les deux. Pas question de séparer ces 2 livres qui sont 2 livres distincts mais qui évidemment ont énormément d'accointance. Et quelques semaines après, on s'est revus à Paris, cette fois-ci tous les 3, et même tous les 4, puisqu'on avait amené dans nos bagages un autre grand traducteur qu'on a beaucoup aimé, avec lequel on a beaucoup travaillé, qui s'appelait Jean-Paul Bourlon, qui a traduit une quinzaine de livres assez divers de notre catalogue, et qui avait un point commun avec Bernard, c'était également un grand traducteur, extrêmement cultivé, très grande écriture, et un forçat de la traduction, mais ça n'était par contre pas du tout quelqu'un qui avait le charme, la séduction, l'aisance sociale de Bernard. C'était un traducteur solitaire qui était là sous les toits à Paris,
accomplissant des prodiges de traduction, et même au-delà de ça, donc un personnage tout à fait fascinant, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, et on avait trouvé intéressant qu'il puisse rencontrer Bernard, ça aurait pu servir pour la suite. Voilà, donc on était là tous les quatre. On avait amené 2 contrats, un pour Tom Sawyer, un pour Huckleberry Finn, que Bernard a signé. Il nous a dit qu'il s'était d'ailleurs déjà mis au travail. Et 2 ans plus tard, un peu moins de 2 ans plus tard, nous étions en mesure d'annoncer à notre diffuseur et à nos équipes de nos représentants la parution à la rentrée littéraire, donc en pleine rentrée littéraire, ce qui ne se fait pas pour des choses comme ça, parmi les nouveautés de saison, les romans français, les auteurs contemporains étrangers. Donc, nous, notre programme de nouveautés pour cette rentrée-là de septembre 2008, c'était donc les nouvelles traductions en 2 volumes distincts de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn. Alors là, il s'est produit un petit événement intéressant, c'est que de même que Bernard n'avait essuyé que des refus de la part des autres éditeurs, lorsqu'on a annoncé ce double projet qui nous paraissait absolument extraordinaire, fascinant, essentiel, et dont on était certain que ça passionnerait énormément de gens, nos représentants, le chef des ventes, ont foncé les sourcils, et comme tous les éditeurs de la place l'avaient dit à Bernard, je dis mais quel intérêt de faire ça? Qui ça va intéresser? À quoi ça sert? Donc on a expliqué, et sans du tout parvenir à... Il y avait un, quand même. Il y avait un d'entre eux qui a dit oui, c'est une idée géniale, mais il n'a pas entraîné dans son sillage le reste de la bande. Donc on était évidemment un peu inquiets sur la suite, et effectivement, lorsqu'on a eu le résultat de la prospection en librairie de nos représentants, la quantité d'exemplaires commandés pour les 2 livres était vraiment extrêmement maigrichonne, et ça n'augurait pas d'une visibilité sensationnelle et à la hauteur de l'importance qu'on accordait à ces 2 livres. Sauf qu'à nouveau, on a eu de la chance, ou en tout cas on a été sauvé par la critique, comme ça avait été le cas à l'époque de Tristram Shandy quelques années plus tôt. Tous les médias, écrits, radiophoniques, télévisuels, se sont passionnés pour ces projets. Ça a été vécu comme à travers ces 2 traductions de Bernard, comme pour ceux qui avaient quand même compris que Twain était un écrivain fondamental, séminal de la littérature moderne. Beaucoup connaissent sans doute la fameuse phrase d'Hemingway, avant Huckleberry Finn, il n'y avait rien, et ensuite, il n'y a plus jamais rien eu d'aussi bien. Mais à l'époque, on disait ça, même la critique en moi, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Il y avait un sondage qui avait paru peu de temps auparavant sur les plus grands écrivains, voilà, et aux États-Unis, il y avait les 100 premiers romans. C'est Time Magazine qui avait interrogé 150 écrivains du monde entier. Donc ça allait, je ne sais pas, de Kundera, Salman Rushdie, voilà, les 150 têtes d'affiche de la littérature mondiale, de manière à établir un palmarès de ce que les écrivains eux-mêmes considéraient comme les 5 plus grands romans jamais écrits. Il y avait toujours Anna Karénine. Et donc voilà, il y avait Anna Karénine, il y avait Madame Bovary, et il y avait Huckleberry Finn. Et en France, les gens ne comprenaient pas, ils disaient mais ces Américains sont complètement cinglés, quoi, de trouver que Huckleberry Finn, ce truc pour les gosses. Il y avait le malentendu était total. Voilà, et donc on s'est employé pendant tous les mois de lancement du livre, avant qu'il arrive en librairie, à expliquer pourquoi on considérait que Huckleberry Finn et par voie de conséquence Tom Sawyer étaient des livres aussi importants. Il y avait beaucoup de choses à dire. Pourquoi les États-Unis considéraient que c'était le point de départ de toute leur littérature moderne, mais également pourquoi il y avait des enjeux esthétiques aussi forts dans la perception anglo-saxonne, et à contrario, pour quel ensemble de raisons les Français n'y voyaient pas autre chose que d'aimables romans pour enfants ou très jeunes adolescents. Et évidemment, la question, c'était celle de l'écriture. C'était des questions qui étaient toutes profondément formelles, et en particulier, ce qui est devenu une évidence pour les lecteurs français, comme ça l'a toujours été pour les lecteurs anglo-saxons, l'importance considérable de l'oralité dans ces 2 textes, puisque les personnages de Twain donnent l'impression au lecteur de parler comme on parle dans la vie réelle. C'est évidemment une reconstruction
à Z, mais ça a cet effet-là. Ce sont 2 livres que Twain a publiés aux États-Unis dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire des décennies avant Céline, Queneau et autres qui ont fait le même travail en langue française. Donc là, les anglo-saxons avaient énormément d'avance et je donne un seul exemple, il est frappant, il est connu, mais c'est toujours extrêmement agréable de le rappeler. Dans le deuxième livre, donc Huckleberry Finn, Huck, qui est un personnage secondaire dans Tom Sawyer, non seulement est le personnage principal du roman qui porte son nom, mais il en est aussi le narrateur, c'est-à-dire qu'il raconte son histoire à la première personne, et il dit, bon ben voilà, je vais écrire un livre pour raconter ce qui m'est arrivé depuis la fin des aventures avec Tom Sawyer. Il raconte ça au passé, et tous les prédécesseurs de Bernard, soit dans des versions intégrales, soit dans des adaptations pour la jeunesse, comme Charles Moron pour Tristram Shandy, avait été très très soucieux et sans doute guidé, encouragé, poussé par leurs éditeurs respectifs à évidemment mettre tout ça en très très bon français, parce que sinon les gens ne comprendraient pas qu'on puisse parler mal dans un livre. Et donc ce pauvre Huck qui a une dizaine d'années, qui n'a jamais mis les pieds à l'école, qui est totalement analphabète, qui vit dehors, qui n'a aucune espèce de connaissance dans aucun domaine, hormis la vie quotidienne dans le village et son extraordinaire débrouillardise, raconter son histoire au passé simple, et donc c'était farci d'imparfait du subjonctif à toutes les pages. Donc c'était grotesque, c'était lamentable, et le malentendu était absolu. Quand on regarde la liste des signataires des traductions antérieures, on est quand même très très étonné que ça ait été possible, et que tout le monde ait trouvé ça très bien, ou plus exactement que tout le monde s'en soit totalement fichu, puisqu'encore une fois, Twain n'était pas un écrivain important. Ceci expliquant peut-être. Voilà. Et dès lors que cet ensemble de messages sont passés, et surtout que les premiers lecteurs, qui étaient les critiques, ont pu lire les traductions de Bernard, évidemment les choses se sont éclairées, et instantanément, notre phénoménal retard de plus d'un siècle et demi par rapport aux États-Unis a été rattrapé, et voilà, ça s'est éclairé, et donc c'était un déluge d'interventions partout en disant Twain est un immense écrivain, on ne le savait pas, bravo Bernard Hoffner. Donc les 2 livres se sont beaucoup vendus. Bernard nous a souvent dit que au cours de sa très très longue carrière d'éditeur, Tom Sawyer et Huckleberry Finn ont été les 2 premiers livres qui se sont si bien vendus que son avance d'éditeur a été amortie et qu'il a donc, passé quelques mois, commencé à toucher des droits d'auteur. Voilà, on s'adresse essentiellement ici à des traducteurs ou des gens qui connaissent la traduction. Donc voilà, le traducteur reçoit une avance prévue dans le contrat pour traduire, mais cette traduction correspond à une avance sur un pourcentage, en général de 2% sur les ventes du livre, mais évidemment, à moins que le livre dépasse les 20 ou 30 000 exemplaires, ce qui est assez rare, l'avance n'est jamais amortie. Donc là, ça a été pour la première fois, et je crois pour l'unique fois dans sa carrière, le cas avec ces 2 livres. Il nous a aussi dit avec une certaine satisfaction 2 ou 3 mois après la parution du livre, puisque Twain ne pouvait pas défendre son bouquin, mais Bernard le pouvait. Et donc on l'a énormément mis à contribution, on a convaincu les journalistes de lui donner la parole, et Bernard, sans trop se faire prier, et effectivement allait participer à tout un tas d'émissions, des interviews, il a été photographié, et donc quelques mois après, il nous a téléphoné en disant c'est tout à fait extraordinaire, quand je vais faire mes courses à Dieu le fit, les gens me disent ah mais je vous ai vu dans le journal, je vous ai vu à la télé, je vous ai entendu à la radio, ah on ne savait pas, on n'avait pas compris que c'était à ce point, que c'était aussi important. Donc il est devenu une sorte de vedette, pas simplement à Dieu le fit, mais il était très connu, très estimé, très respecté dans le monde de la traduction et des gens qui savent. Là il y avait quelque chose évidemment qui avait dépassé ce cadre, à un moment, en 2008, où il commençait à y avoir une certaine promotion de la figure des traducteurs, qui donc sortaient progressivement de l'ombre, mais c'était encore là aussi une chose relativement rare. Et
voilà la réussite sur tous les plans, parce qu'évidemment, publier de grands livres, c'est très très satisfaisant pour les éditeurs, que les projets soient compris par ceux dont le métier est de commenter les livres, c'est évidemment une grande satisfaction aussi, mais que ce soit compris par les lecteurs qui achètent le livre, etc. Parce que ce sont des traductions qui ensuite se sont retrouvées sous forme d'extraits dans les manuels scolaires, donc il y avait aussi une ironie. D'ailleurs, on sortait Twain du domaine de l'éditeur pour la jeunesse, et il y revenait par les traductions de Bernard. Donc cet état de grâce qui a duré comme ça pendant 1 an et demi ou 2 ans nous a mis collectivement, Bernard, Sylvie et moi, d'excellente humeur. Et quand les choses se passent aussi bien, c'est très difficile d'arrêter. On y prend goût. Et on a donc décidé de continuer à faire des livres ensemble. Et on a été là à nouveau servi par les circonstances, puisqu'il y a une très grosse institution, très puissante, très passionnante aux États-Unis, au sein de l'Université de Californie, qui s'appelle le Mark Twain Project, et qui donc travaille sur le fond, sur les manuscrits, sur les cahiers, sur les carnets, sur les brouillons, sur les archives de Mark Twain. Et dans ces années-là, donc autour de 2008, 2009, 2010, les protagonistes du Mark Twain Project travaillaient sur 2 choses, une petite et une monumentale. La petite, c'était l'édition intégrale du dernier roman de Mark Twain, qui s'intitule Numéro 44, Le mystérieux étranger, qui est un livre extrêmement beau, mais également extrêmement dur, et pour tout dire, totalement nihiliste. Et à la mort de Mark Twain, aux États-Unis, c'était pratiquement c'était une marque déposée. Il y avait un enjeu commercial autour de sa littérature, et la succession de Twain, qui était tout de même assez frileuse et qui ne voulait pas semer le trouble concernant l'image du grand homme, avait autorisé la publication de ce dernier roman dans une version qui était quand même sacrément expurgée, c'est-à-dire tous les passages durs, tous les passages voilà, contre la religion, contre Dieu, contre toute forme de transcendance. Ces passages-là avaient été impitoyablement supprimés, donc le livre avait été réduit à une petite chose évidemment très très éloignée de ce que Twain avait voulu et écrit. Beaucoup de temps avait passé, ça fait presque un siècle que Twain était mort, et donc le Mark Twain Project a publié ce qui était donc un inédit, c'est-à-dire la version intégrale de ce texte aux États-Unis. C'était donc un livre, un roman sous copyright, dont on a acheté les droits, sans difficulté particulière, en expliquant ce qu'on avait fait avec Tom Sawyer et Huckleberry Finn, et qu'il se passait quelque chose en France autour de la lecture de Twain, qui était très neuf, très vif, très excitant. Donc Bernard a traduit ce livre qu'on a publié, et dans le même temps, le Mark Twain Project a annoncé cette chose monumentale qui était la publication de l'autobiographie de Mark Twain, 2000 pages, que Mark Twain a dictée à la fin de sa vie, dans une espèce de forme, de manière très libre de faire de la littérature, puisque il était âgé, il commençait à sentir qu'il était un petit peu pressé par le temps. Il avait ce désir ancien d'écrire une autobiographie. Il avait des idées assez précises sur ce que devait être une autobiographie, et il n'avait jamais vraiment réussi à le faire, faute de trouver la forme, la manière de lancer le texte. Et un jour, il a trouvé cette forme en renonçant à l'écrire et en décidant de le dicter. Et il y avait une dame de son entourage, voilà, qui faisait un peu de secrétariat littéraire pour lui, qui venait le retrouver tous les matins, après que Twain ait pris son petit déjeuner, et lu la presse du jour, et ouvert son courrier. Et donc il improvisait tous les matins pendant 2 ou 3 heures, pas trop rapidement, parce que cette secrétaire qui n'était pas Mrs. Lyons, qui n'était pas du tout une secrétaire ou une sténo professionnelle, pouvait prendre en note, mais à condition de ne pas parler trop vite, ce qui lui permettait malgré tout, à l'oral, de rédiger, et pas simplement de raconter. Et puis ensuite, ils retravaillaient cette transcription, et ils ont fait ça tous les jours pendant des années. Ce qui donne à cette autobiographie de Mark Twain, qui donc, je le redis, compte au total 2000 pages, une forme à la fois très
agréables de spontanéité dans la manière dont les choses étaient racontées. Bon, Twain est évidemment un tempérament de conteur absolument exceptionnel, mais qui vraiment atteint des sommets grâce à cette manière de faire. Et la deuxième particularité fascinante de ce texte, c'est qu'il ne raconte pas sa vie telle qu'elle s'est déroulée chronologiquement, mais la raconte au gré des sollicitations que l'actualité du moment où il raconte, c'est-à-dire la fin de sa vie, au gré des sollicitations que l'actualité lui offre. Et donc il dit à Mrs. Lyons, ah ben, je lisais ce matin dans le New York Times, etc., et ça me rappelle que... Et donc il commente l'actualité, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aux États-Unis, et il y a toujours un moment où ça le ramène à un épisode particulier de son passé, parfois très lointain, parfois plus récent, et donc il y a cette navette temporelle permanente entre l'actualité immédiate et la longue profondeur biographique d'un homme qui avait déjà une longue vie. Donc il n'y a pas du tout le côté laborieux d'une autobiographie qui raconte tout comme ça, avec un cheminement chronologique. À vrai dire, on ne sait jamais ce qui va se passer à la page suivante, et le livre est constitué d'une multitude, des centaines de brefs chapitres, qui à chaque fois sont les transcriptions de ce qu'il a raconté ce jour-là. Alors là, c'était un projet monumental également par ses enjeux commerciaux, puisque... il faut préciser que l'autre particularité tout à fait énorme de cette biographie, c'est que l'idée de Twain, c'était de dire qu'une biographie, il faut dire la vérité. Or, si on dit la vérité, il y a des tas de gens... on va être obligé de dire ce qu'on pense d'eux, et donc il y a des tas de gens qui vont très très mal le prendre, quoi. Ça va blesser les gens, ça va les heurter, ça va être dramatique. Donc il y a une solution, parce que pour lui l'essentiel c'était de dire la vérité. Il voulait vider le sac, il avait trouvé la forme pour ça. Il dit donc la seule solution, c'est que cette chose paraisse dans un moment où ça ne pourra plus blesser personne. Donc il a mis une condition à la publication de cette biographie, c'est qu'elle ne pouvait paraître que 100 ans après sa mort. Si ça intéresse encore quelqu'un, un siècle après ma mort, tous les protagonistes de ce que je raconte seront morts, plus personne ne sera blessé, donc je veux dire cette vérité. C'était la seule solution pour qu'ils puissent dire cette vérité. Et donc le Mark Twain Project a respecté cette volonté. Alors la famille à l'époque l'a pas tout à fait respecté, et elle a autorisé des biographies tout à fait compactes et tout à fait convenables, contrairement à la réalité de Twain, qui n'était pas du tout quelqu'un de convenable, qui était un homme extraordinaire, mais on va dire qu'il était convenable. Il était beaucoup plus énorme que ça. Il était un être merveilleux qui était conscient de son propre orgueil, par exemple. C'était une biographie qui est très très intéressante à lire de ce point de vue-là, de voir le point de vue de quelqu'un qui se sait orgueilleux, et donc qui se voit et qui s'écrit en étant orgueilleux. Voilà. Et c'est encore une fois, il peut le faire à condition d'être mort au moment où ça paraît. Et donc cette condition où ça paraît au bout d'un siècle, ça libère complètement le projet. Et donc le Mark Twain, donc la publication aux États-Unis a commencé en 2010. Twain étant mort en 1910. Et d'ailleurs, grosso modo, c'est les dates de Tolstoï. Hein. Naissance, mort, c'est les dates de Tolstoï pour Twain. Et alors, curieusement, aux États-Unis, quand le premier tome est paru, donc 1000 pages. Donc c'est en 2010, c'est un livre qui fait 8 ou 9 cm d'épaisseur, relié, avec un énorme appareil critique. Enfin, il y a tous les brouillons, toutes les variantes, tous les repentirs, c'est tout à fait considérable. Mais la partie du texte lui-même, dans notre édition, ça fait 750 ou 800 pages, puisqu'on a renoncé, après beaucoup de discussions avec Bernard, à inclure les notes. La version allemande les contient. Ils ont fait eux aussi des coffrets énormes. Nous, on a voulu faire des livres plus accessibles, plus économiques aussi pour le lecteur, et en considérant que ces notes qui sont très nombreuses,
souvent très longues, qui sont passionnantes pour des chercheurs, sont accessibles en ligne sur le site du Mark Twain Project, et on a considéré que celles et ceux qui auraient besoin de ces notes pourraient les lire en anglais gratuitement sur le site, et que ça nous permettait de faire des livres, 3 volumes qui feraient 750-800 pages, donc voilà, de gros objets, mais qui pourraient circuler plus facilement, qui seraient moins intimidants et qui n'auraient peut-être pas ce parfum de travail universitaire qui placerait les livres dans une autre catégorie. Et au moment où le Mark Twain Project a annoncé qu'il publiait ça, c'était en fait au moment où c'est arrivé en librairie, c'était évidemment, comme pour le numéro 44, le Tanner étranger, des textes sous copyright, puisque c'était des inédits. Et donc là, la concurrence était assez rude. Ça a été un phénomène de librairie aux États-Unis, de manière complètement... Oui, il y a eu un point précis. Et donc nous, on a tout de suite dit qu'on était intéressés, comme ça avait été le cas pour le roman posthume. Les gens du Mark Twain Project ont dit bah oui, évidemment, d'ailleurs on pensait à vous, ça tombe sous le sens. Mais il y a eu un événement qui a bouleversé la donne. Dans une très grande émission de très forte audience aux États-Unis, une animatrice de télé qui recevait le président Obama, dont chacun savait qu'il aimait les livres, qu'il était lecteur et qu'il avait parfois des avis éclairés et intéressants sur l'actualité éditoriale aux États-Unis. Ce jour-là, le livre de chevet du président Obama, c'était le premier tome de biographie de Mark Twain qui venait d'arriver chez les libraires, et Obama donc, a eu cette phrase en disant « Depuis que j'ai lu l'autobiographie de Mark Twain, je comprends mieux l'Amérique ». Alors évidemment, ça a fait un effet bœuf, et l'agent nous a dit « Bon, vous n'êtes plus les seuls à vous intéresser au projet ». Donc, conseil de guerre avec Bernard, et on a décidé de faire ce que nous n'avions jamais fait dans l'histoire de Tristram. Un, parce que ce n'est pas notre tempérament, et deux, parce qu'on n'en avait absolument pas les moyens, c'est de participer à des enchères. Et alors le principe, donc on était tout à fait novices, en général quand on fait quelque chose pour la première fois, on échoue. Donc on a arrêté une stratégie qui était la suivante, on faisait une offre nettement supérieure à celle qu'on aurait faite si on avait été les seuls, mais en même temps on a argumenté sur le fait qu'on n'irait pas plus loin parce qu'on n'avait pas les moyens, mais qu'on pensait être les meilleurs pour le faire, et qu'on avait une forme de légitimité, ça ne veut rien dire, mais en tout cas de crédibilité, puisqu'on avait, au cours de la période récente, réussi à fortement identifier l'œuvre de Mark Twain à notre démarche éditoriale. Et à la traduction de Bernard. Et qu'évidemment que ça serait traduit par Bernard Hopfner, qui était le responsable de tous ces succès. Et le Mark Twain Project, alors ça aurait été un agent littéraire américain normal, on ne serait pas en train de vous raconter cette histoire, mais c'était aussi des chercheurs, des passionnés, des gens qui estimaient avoir une responsabilité par rapport à l'œuvre, et ils se sont rangés à nos arguments et donc nous ont donné la préférence. Donc champagne, Bernard s'est mis au travail, et 1 ou 2 ans plus tard, on a publié le premier volume, qui a été un succès. 2 années plus tard, le second volume, qui comme souvent dans la publication épisode, a été moins commenté, a moins intéressé, mais le noyau dur des lecteurs, tout de même nombreux, ils avaient été très très éblouis et impressionnés par ce texte, qui a une espèce d'envergure, c'est comme les essais de Montaigne, enfin il y a on pourrait, je crois, pousser assez loin le parallèle. Donc évidemment le 2e tome était très attendu, a été lu, et au moment où nous vous parlons, ces lecteurs passionnés de Twain en France attendent le 3e tome, puisqu'évidemment ça n'est pas Bernard qui le traduira, et ça fait maintenant de nombreuses années qu'on réfléchit à la meilleure ou à la moins mauvaise des solutions pour traduire et publier ce 3e volume. On a quelques idées, mais on n'arrive pas tout à fait à se décider pour l'instant sur celle qui serait la meilleure. Donc l'aventure n'est pas terminée. Pour l'instant, les choses sont sur la touche pause, mais le moment approche où on va relâcher le bouton et où on achèvera ce grand cycle de publication. Donc voilà résumé à grands traits. Et ce que je peux juste rajouter, c'est que le Bernard, qui a traduit tant d'auteurs différents,
voilà, pour nous, ça a été le traducteur de Twain. Donc, en quelque sorte, il a la plupart des traducteurs avec lesquels on a travaillé sont en fait les traducteurs d'un auteur. Et donc Bernard est devenu ça pour nous, en tout cas. Ça a été le traducteur de Twain.